Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment se construit un beat personnalisé à partir de la boucle rythmique Amen Break originale. Les DAW modernes d'aujourd'hui comme Ableton Live nous permettent de facilement se réapproprier ce type de break en le modifiant à notre guise pour en refaire une rythmique toute neuve. Cette démonstration pratique fait suite à l'épisode de podcast Les bases du breakbeat avec le Amen Break, la boucle la plus samplée de l'histoire. Vous pouvez d'ailleurs écouter ou réécouter cet épisode par le lien qui s'affiche maintenant ou en description de cette vidéo. On y découvre notamment, à travers l'écoute de nombreux extraits sonores, pourquoi cette boucle rythmique est devenue incontournable auprès des beatmakers et la source de nombreux courants musicaux, du hip-hop à la jungle des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Donc voici le sample Amen Break, brut de décoffrage, d'une longueur d'un peu moins de 8 secondes. Voilà, donc là l'échantillon n'est pas encore sous la forme d'une boucle. Donc pour l'instant, je sais que son tempo exact est de 137,63 BPM pour être précis. Mais bon, arrondissons à 138. Donc je mets le tempo du projet à 138 BPM. Et du coup, on voit immédiatement que la longueur de l'échantillon a augmenté. En fait, si je joue le sample, il reste intact. Et c'est bien, il n'a pas changé de vitesse, mais c'est bien la grille qui s'est adaptée. Il est cette fois bien calé à la grille maintenant. On peut le vérifier en enclenchant le métronome et en partant du début de la mesure ici. Voilà, donc là il est bien calé. Et pour créer la boucle de 2 mesures maintenant, je vais décider de la faire démarrer par exemple de ce coup de kick ici. Et donc, 2 mesures, elle se termine ici. Et maintenant j'ai plus qu'à la boucler en faisant CTRL L ou commande L. Et voilà ma boucle de 2 mesures, qui est prête. On va voir maintenant qu'il existe 2 grandes façons de travailler avec cette boucle. Donc d'abord d'une manière naturelle, c'est-à-dire sans appliquer d'algorithme de time stretch, ou ce qu'on appelle dans Ableton le mode warp. On peut voir dans la vue clip ici, mais bon pour l'instant on ne l'active pas, on reste dans le cas normal. Et donc dans ce cas-là, la hauteur et le pitch de cette boucle est directement dépendant de la longueur de celle-ci, comme on l'a vu, et donc du tempo de mon projet. Donc par exemple, si je décide de faire un morceau à 138 BPM, qui est exactement le même que ma boucle, à ce moment-là, je garde la boucle à son tempo original et donc son pitch naturel. Mais maintenant, si je décide de jouer la boucle à un tempo beaucoup plus lent, par exemple parce que je veux produire un morceau de hip-hop, ce que je peux faire, c'est diminuer son pitch, par exemple de 3 demi-tons ici. Si je fais moins 3, et voilà, on voit tout de suite que la longueur de l'échantillon a augmenté. On s'aperçoit de 2 choses. Donc déjà, elle joue plus lentement et bien sûr une tonalité plus grave. Donc dans le cas du Amen Break, cela donne une meilleure assise du kick de manière naturelle. Par contre, la deuxième chose, c'est qu'elle n'est plus du tout calée à la grille, comme on l'a entendu avec le métronome. Donc pour y remédier, je réajuste le tempo de mon projet en fait. Donc je vais le diminuer parce qu'elle joue plus lentement jusqu'à ce que la boucle soit calée sur les 2 mesures. Et voilà, donc là maintenant qu'elle est calée sur les 2 mesures, je m'aperçois que mon tempo est en fait à 116 BPM et plus à 138. Voilà, maintenant ma boucle est calée à 116 BPM en ayant diminué le pitch de -3 demi-tons. On peut vérifier d'ailleurs la correspondance entre le pitch et le tempo. En fait, si on diminue d'une octave, donc -12 demi-tons, normalement ça divise le tempo par 2.
Donc ici, j'ai diminué de 12 demi-tons. Et en fait, en ramenant la boucle sur 2 mesures, voilà, donc là c'est très long, mais en fait on s'aperçoit qu'il faut 69 BPM. Elle est à 69, ce qui correspond en fait à 138 divisé par 2. Donc on est bien, il y a bien cette correspondance entre plus ou moins une octave et le tempo divisé ou multiplié par 2. Voilà, donc je reviens maintenant à 138. Je remets le pitch à 0. Et maintenant, de même à l'inverse, on peut augmenter le pitch. Si je l'augmente par exemple de 3 demi-tons, on voit que la boucle cette fois diminue, rétrécit, sa longueur diminue. Et donc elle va jouer plus rapidement et plus aiguë bien évidemment. Donc là aussi elle n'est plus calée. Donc j'augmente cette fois le tempo pour la caler sur 2 mesures. Et là, cette fois, en augmentant de 3 demi-tons, en fait, ça correspond à une augmentation de 138 à 164 BPM. Voilà. Cette fois, ça correspond plus à des rythmes pour la jungle, la drum and bass. Et en fait, on s'aperçoit aussi que l'assise du kick a été perdue. On a perdu les basses fréquences. Il faudra ramener sûrement par l'apport d'une sub-bass par la suite. Voilà, donc ce qu'on vient de voir est une première option de travail avec ce genre de boucle audio. Elle a ses avantages, mais aussi des inconvénients. Donc voyons d'abord ses avantages. D'abord, on n'a pas de dégradation du signal audio. En effet, je n'ai fait aucun changement dans l'audio original. Quand je change le tempo, je change la longueur de l'échantillon, mais en aucun cas je dégrade le signal audio qui reste parfaitement le même. Voilà, on verra que c'est pas du tout le cas en appliquant du time stretch, donc ici le warp, dans Ableton, pour faire en sorte que l'audio ne change plus de longueur avec le tempo. Mais ça on verra après. Et donc le deuxième avantage qui en découle, c'est qu'on conserve le groove naturel de la boucle. Le groove, c'est-à-dire le timing exact de tous les coups de batterie qui composent ce break. On peut voir par exemple ici, au milieu de la boucle, donc au début de la deuxième mesure. Donc là, si je zoome, qu'en fait, elle n'est pas exactement calée avec le début de la transitoire, ici. En fait, c'est ce qui fait que cette boucle est unique. Donc, et ce, quel que soit le pitch auquel je vais la jouer. Donc c'est en effet ce qui peut donner envie d'utiliser dès le départ un break en particulier, le fait qu'il apporte un certain swing à la rythmique. C'est bien dans les cas où je ne veux pas modifier l'essence même de cette boucle, son groove, que je peux d'ailleurs extraire en faisant un clic droit, Extract Groove. Voilà, donc du coup là, je l'avais déjà fait avant. Et j'ai son groove avec notamment les informations de timing et de vélocité, que je peux ensuite appliquer à d'autres parties programmées, d'autres parties que j'aurais fait dans ma composition, que j'aurais ajouté. Voilà. Donc maintenant, pour les inconvénients, ben forcément, comme la boucle change de longueur avec le tempo, je suis obligé de fixer le tempo de mon projet dès le départ et ne plus y toucher. Avec cette méthode, je fais de ma boucle le maître de la rythmique, mais si je veux qu'elle joue plus lentement et donc plus grave, je change en conséquence le tempo de mon projet. Voilà, là je dois le changer. Et j'ai supposé aussi dès le début que je connaissais le tempo d'origine de ma boucle. Et parfois, on ne connaît pas forcément le tempo de notre boucle. Je savais que le Amen Break original jouait à 138 BPM, ce qui m'a permis de caler immédiatement la boucle à la grille, en indiquant le même tempo pour le projet. Enfin, si jamais je veux changer le groove et recaler certaines transitoires, comme ici, je vais être obligé de passer par de l'editing assez fastidieux. Donc là, je dois zoomer, voilà, par exemple ici, je veux couper exactement ici. Tac. Voilà, et ça, je le recale pile sur la mesure, etc. Donc voilà, là on a vu une première option de ce qu'on peut faire avec une boucle rythmique dans un projet musical. Et maintenant, on va voir une autre manière de travailler avec cette boucle pour pouvoir l'utiliser autrement. Dans cette deuxième méthode,
je vais vouloir dès le départ synchroniser et quantifier ma boucle à une grille bien précise. Donc en gros, je fais l'inverse. J'adapte la boucle à une grille existante plutôt que d'adapter la grille à ma boucle. Admettons aussi que je ne connaisse pas le tempo de mon échantillon. Je commence avec le tempo du projet par défaut qui est à 120. Donc, je reprends depuis le début, j'importe ma boucle audio d'origine. Voilà, brute. Et ensuite, ce que je fais dans la vue clip, j'enclenche le mode warp. Cela a un autre nom sur d'autres DAW qu'Ableton, mais le principe est le même. C'est de synchroniser l'audio à un tempomètre par l'intermédiaire d'un algorithme de time stretch permettant de modifier le moins possible le timbre de l'audio d'origine, quel que soit le tempomètre choisi. Et que je change le tempo. Donc là, voilà, contrairement à avant, maintenant, en changeant le tempo en temps réel, notre boucle ne change pas de longueur, mais par contre, elle change bien de vitesse. Donc la lecture s'adapte parfaitement au changement de tempo. La deuxième chose, c'est que maintenant, dans la vue du clip audio, Ableton a analysé automatiquement où se trouvent les transitoires, chaque coup de percussion. On les voit avec les petits points ici. Et en double-cliquant dessus, par exemple sur celui-là, hop, on crée ce qu'on appelle un marqueur warp. Et cela me permet de déplacer l'audio exactement à partir de ce point-là. Donc faites-vous l'image, par exemple, sur la forme d'onde audio, comme d'un élastique, et le marqueur warp comme une épingle que l'on vient planter dans l'élastique pour fixer exactement à ce point-là, avec l'audio de part et d'autre qui s'étire ou se compresse. Par exemple, si j'en mets comme ça plusieurs, là j'étire et là je compresse. Alors créons maintenant la boucle, exactement la même que tout à l'heure. Par la même occasion, ça va nous permettre de déterminer le tempo de l'échantillon, qui est pour l'instant à 120 par défaut. Alors on se rappelle qu'en fait, le début de ma boucle, elle se situe sur le kick ici. Donc c'est le premier temps de la première mesure. Donc je place mon marqueur warp à cette transitoire. Et là, je vérifie en zoomant, en fait, ça peut arriver que Ableton a mal calculé les transitoires, qu'elles ne sont pas exactement au début. Pour cela, je peux le changer manuellement à ce moment-là. En maintenant la touche Shift enfoncée, je clique sur le marqueur warp et du coup, je peux déplacer l'audio exactement où je veux. Donc je déplace le marqueur exactement au début de la transitoire. Comme ceci. Donc là, j'ai bien marqué le premier temps de la première mesure. Ensuite, je fais clic droit sur ce marqueur et je mets 7, 1, 1, 1, 7, 1, 1, 1 here. Donc le 1 de la grille, maintenant, est bien calé sur ce point. Voilà, maintenant, j'essaie de trouver le début de la deuxième mesure. Donc en fait, il se trouve ici. Le début du second kick ici. Donc je place également mon marqueur warp. Là, il est bien placé. Et je vais le déplacer, je vais déplacer le marqueur warp sur le 2 de ma grille. Donc là, ma boucle prend forme. Maintenant, il faut trouver la fin de la mesure 2 et le début de la mesure 3. En fait, j'enclenche le métronome aussi pour m'aider. Et donc là, on peut voir aussi que le tempo de ma boucle, on commence vraiment à se rapprocher du tempo réel de l'échantillon. On voit qu'on est à 137,23, donc on se rapproche des 138. Donc en fait, il faut encore affiner cette boucle et prendre le début de la mesure 3. C'est un peu compliqué vers la fin de cette boucle parce qu'elle ne correspond pas à un temps sur un kick. Mais en fait, avec un peu de tâtonnement, on sait que la fin de la mesure se situe sur cette transitoire ici. Donc je mets également un worker warp sur cette transitoire que je place sur le point de la grille numéro 3. Voilà, donc maintenant je vérifie.
Voilà, donc j'ai bien la fin de ma boucle ici. Ça, je le ramène comme ça. Je peux désactiver le point marqueur ici. Et là, on voit finalement que j'ai trouvé le tempo de ma boucle exact, qui est à 137,67 ici. Maintenant, ce que je peux faire, c'est enclencher le mode loop ici. On peut alors changer le tempo qu'on a bien trouvé à 138. Ce que je peux faire maintenant, c'est, en faisant un clic droit ici, je fais Crop Sample. Il me met maintenant que l'audio correspondant à la boucle que je viens de créer. Voilà, tout le reste a disparu. Et je ne garde uniquement l'audio qui est à l'intérieur de ma boucle. Alors bien sûr, c'est une action non destructive. J'ai toujours mon échantillon en entier ici, bien entendu. Mais ça m'a permis de créer un nouvel échantillon qui correspond juste pile poil à la boucle que je viens de créer. Alors un mot quand même sur les algorithmes de warping qu'on a à notre disposition ici. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais juste vous montrer un peu l'essentiel. En fait, donc par défaut, je suis en mode beats, ce qui correspond bien à une boucle comme ça d'un break de batterie. Donc il faut savoir d'abord qu'en jouant à 138, donc qui est le même tempo que la boucle, donc quel que soit l'algorithme que je vais choisir, ma boucle ne subit pas d'altération, d'artefacts, ne subit pas de dégradation audio comme précédemment. Donc là, quel que soit l'algorithme que je choisis, j'ai exactement le même son de boucle. Par contre, maintenant, si je décide d'aller à un tempo différent, donc par exemple à 110, on va dire, là, je me suis mis en complexe, mais si je me remets en beats, voilà, on s'aperçoit que comme on allait beaucoup plus bas que 138, on entend déjà des artefacts de modification d'audio. Si je me mets en complexe, par exemple, ça sonne un peu différemment. Donc là, voilà. D'habitude, on peut mettre en mode beats par défaut pour une boucle de batterie, mais il ne faut jamais hésiter à aller chercher d'autres algorithmes. Par exemple, tones, ça va correspondre plus pour des sons mono comme une basse ou une voix. Après, il y a ce mode particulier de repitch qui en fait simule exactement le mode naturel. Comme on a baissé le tempo, le pitch également baisse et la boucle joue plus grave. Pareil, là, si je décide d'utiliser un tempo plus important que 138, par exemple à 165, voilà. Là, je sens on entend que la boucle joue plus aiguë en mode repitch. Par contre, on n'a plus accès. Là, c'est grisé le réglage du pitch. Il ne sert plus à rien en mode repitch. Donc là, si je me remets en mode beats, voilà. Plutôt pas mal en mode beats. On peut essayer encore en complexe. On sent quand même un peu de dégradation. Donc en fait, avec un peu de tâtonnement, on s'aperçoit que le mode complexe est plus adapté pour des tempos lents. Quand j'étais à 110 par exemple, 10 à 11, ça sonne comme ça en complexe, alors qu'en beats, ça sonne comme ça. On entend plus de dégradation en mode beats pour des tempos lents qu'en mode complexe. Donc là, c'est par exemple, c'est un bon exemple d'utiliser le mode complexe pour cette boucle. Par contre, à des tempos plus rapides, je remets vers 160. Là, c'est un mode complexe. Et si je me remets en beats, ça sonne beaucoup mieux en beats. Donc pour le coup, cette boucle a un tempo plus rapide, que je vais utiliser par la suite à un tempo de cet ordre-là. Je vais rester en mode beats.
Alors je vais maintenant créer une autre boucle extraite du Amen Break. En fait, ça va nous intéresser beaucoup plus pour la suite de cette démonstration pratique. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je réimporte le Amen Break original. Voilà, mais en fait c'est sur la dernière partie qui est la plus intéressante, ici. Parce qu'en fait c'est là où on retrouve les coups les plus uniques. Donc ici, par exemple ce kick suivi de la cymbal ride, cette association kick cymbal ride. Je le mets en boucle, voilà. Voilà. Et aussi à la fin, cette cymbal crash suivie de la snare, combinée à une snare. Voilà. Et entre les deux, on a ce double roulement de snare. Voilà, donc ça, c'est trois éléments très utilisés par les beatmakers dans les genres jungle, drum and bass, très très connus. C'est vraiment la partie du Amen Break largement la plus samplée des beatmakers. Donc c'est ici qu'on va faire notre boucle. Donc pour cela, ben, comme tout à l'heure, c'est exactement la même méthode. Là, je me mets en warp. Donc je détermine le premier beat de la première mesure qui se situe à ce kick. Donc en fait, c'est cette transitoire ici. Je mets mon marqueur warp. Pareil, je le mets un peu plus précisément au début de la transitoire. Et que je mets set 111 here. Donc je cale bien ma grille sur le 1 ici. Voilà, et ensuite je quantifie les autres coups. Par exemple celui-là. En fait ce coup final ici, il vient sur le début de la deuxième mesure. Après on peut continuer à prendre les marqueurs et à bien les caler sur la grille. Pour tous les coups si on veut être précis. Donc après avoir quantifié tous les coups qui nous intéressaient, je vous épargne les détails, hein, cela donne cette boucle-ci. Voilà. Et elle convient bien à des tempos encore plus rapides, donc aux alentours de 160, 170. Voilà. Donc on a bien isolé la boucle. Elle est prête pour la suite. Donc une fois que notre boucle est prête, elle mesure un peu moins d'une mesure et demie, on va passer au sampling proprement dit. Donc c'est là que les choses un peu plus fun vont commencer, vous allez voir. Donc l'idée c'est de pouvoir jouer chaque coup de batterie individuellement sur les touches d'un clavier ou assigné à un pad, chacun a un pad, donc suivant le contrôleur que vous utilisez. Hein. Donc pour cela on va passer la boucle audio en piste MIDI. Il sera alors facile de jouer chaque coup à volonté et dans l'ordre que l'on veut. Donc pour cela, il y a encore deux façons de faire dans Ableton. La première, ça consiste à charger directement le sample audio, enfin la boucle, dans une piste MIDI de libre. Dans la vue instrument. Voilà, et ça charge directement la boucle audio dans un simpler, qui est l'équivalent dans Ableton d'un sampler, mais juste avec un seul sample audio dans l'instrument. Et donc maintenant, on peut jouer la boucle audio à différents pitchs. Donc en fait, c'est la touche C3 qui correspond au pitch normal de la boucle. Et après, suivant les touches qu'on enclenche, on joue la boucle à différents pitchs. Puisque là, le warp n'est pas enclenché. Mais là, il y a un mode qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est le mode slice ici. Voilà, et du coup, ça va découper les différentes parties de la boucle suivant ses transitoires, par exemple. Et donc là, cette fois, c'est chaque touche à partir de C1 qui va déclencher un sample. Voilà, qui va déclencher les samples les uns à la suite des autres.
Il y a aussi la possibilité de le faire manuellement si on veut. Mais une astuce aussi est de le faire par bit. Et on va faire une division d'un huitième, c'est-à-dire à la croche. Voilà. Et ensuite, les modes de playback, donc mono, c'est on joue un seul coup à la fois. Et poly permet d'enclencher plusieurs notes à la fois. Donc plusieurs coups à la fois. Mais là, il y a un mode plus intéressant qui est le mode through. Qui, à chaque fois qu'on enclenche, donc laisse jouer le sample jusqu'au bout en fait. Donc là, on va commencer à pouvoir jouer différents patterns suivant ce qu'on enclenche. Donc si on regarde le clip MIDI, là j'en avais déjà préparé un. Là c'est un exemple du clip qui joue la boucle normalement. J'ai quantifié à la croche pour toutes les notes, les unes à la suite des autres. Voilà, maintenant ce qu'on va pouvoir s'amuser à faire. Donc je vais créer un autre clip ici. Dessous. On peut déplacer chaque note verticalement pour enclencher d'autres patterns. Là par exemple c'est le kick. Bon, pour l'instant c'est un peu cacophonique, je vais enlever le mode through. Je me remets en mono, je le remettrai après. Voilà. Là par exemple c'est le kick. Ça c'est une snare. Ça c'est une autre snare. Donc je peux m'amuser, voilà, à mettre un truc de ce genre. Voilà, expérimenter, hein, on peut voir. Voilà comment j'ai recréé une nouvelle rythmique. Donc là, bien sûr, on peut repasser en mode through. Et on peut voir ce que ça donne au niveau de la vue instrument. Donc voilà pour cette méthode. La deuxième méthode est de découper la boucle en la transformant en drum rack. Donc pour cela, je reviens ici sur ma boucle. Et j'ai la possibilité de faire un clic droit et de faire Slice to New MIDI Track ici. Donc en français, découper en une nouvelle piste MIDI. Je le fais. Donc là, j'ai une fenêtre qui s'affiche qui me demande comment je veux découper ma boucle exactement. Donc en fait, j'ai la possibilité de le découper par chaque transitoire, les transientes. Je peux le faire aussi par les marqueurs que j'ai mis ici, si je veux. Ou alors par la longueur de note. On a vu la dernière fois qu'à la croche, un huitième, ça marchait plutôt bien. Mais cette fois, je vais décider de la découper pour chaque transitoire. Et du coup, ça me met que il va me faire 15 slices. Donc en fait, il a repéré 15 transitoires dans ma boucle. Je fais OK, je garde le preset par défaut pour l'instant. Et voilà, donc là, il vient de me créer une nouvelle piste MIDI. Ici, donc avec un clip contenant la boucle avec chaque note correspondant à un slice. Et donc, dans la vue instrument, il m'a bien créé un drum rack avec chaque slice correspondant à un pad du rack. Donc toujours pareil qu'on peut activer à partir de la note C1. Donc là, il me met par défaut en mode bouclage de la tranche. Donc je la désactive ici. Voilà. Et là, je déclenche tous mes slices par les notes de mon clavier ou par des pads si j'ai un autre contrôleur.
Après, je dois vérifier que mon clip est bien lu, de manière correcte. Là, on entend cette espèce de clic parce qu'il y avait ce mode loop par défaut qu'il faut enlever. Voilà, donc là, mon clip est plutôt bien découpé. On peut remarquer aussi que, contrairement à avant, donc on a bien chaque slice. Si on affiche la vue instrument, chaque slice est bien représenté dans son propre instrument simpler. Chaque slice a un simpler en mode classique en fait. Voilà. Et donc dans la vue du clip, tous les slices sont bien alignés. Parfois il faut aller retoucher un peu. Donc là c'est bien à la précision d'une croche pour les principaux coups et à la précision de double croche pour les roulements de snare. Alors comme avant, on peut reséquencer ce rythme tout en gardant le son d'origine. Donc par exemple là en prenant un slice ici, si je le déplace horizontalement, je déclenche le son à une autre position et en le déplaçant verticalement, je change de son à cette même position. Voilà. Alors rien ne m'empêche de recréer une boucle sur 2 mesures, exactement. Donc là, je change la longueur ici. Voilà, et par exemple, je peux décider d'enlever cela, de prendre tout cela et de dupliquer. Voilà, par exemple. Après, je peux, par exemple, ici changer, remettre. Là, je me mets. Je peux décider ici de mettre mon kick ici encore. Hop. Hop. Voilà, et ainsi de suite, on crée ses propres patterns personnels. Donc là, je vous ai préparé plusieurs patterns rythmiques que je vais vous faire écouter, qui sont des exemples de réarrangements possibles sur 2 ou 4 mesures, qui sont issus d'artistes connus, souvent, qui ont exploité le Amen Break. Donc voilà ce que ça donne. Donc par exemple, là, je vais garder cette boucle pour la suite des opérations. Alors maintenant, on va apporter quelques traitements additionnels, à commencer par un EQ, donc un traitement d'égalisation de fréquence. Donc si je reviens à la vue instrument, je rajoute un EQ. Donc ça va nous permettre déjà de se débarrasser de certaines fréquences et d'en booster d'autres. Donc là, par exemple, d'office, je coupe dans les basses fréquences avec un high pass. Donc ça, c'est classique pour se débarrasser de fréquences, des basses fréquences qui seront plutôt apportées par l'ajout d'une grosse caisse et d'une basse que je vais faire plus tard. Là, par exemple, voilà, je mets un high pass à environ 100 Hz.
Après, ce qu'on peut faire, c'est dans les hautes fréquences, par contre, on peut les booster un peu avec un shelf. Donc là, environ 3 dB à partir de 3000 Hz environ. Ça apporte plus d'air, de crisp à notre boucle audio. Voilà, sans l'EQ. Avec. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est au niveau des fréquences de la snare, booster un peu plus pour le snap de la snare. Ici, c'est plus... Je booste un peu les fréquences aux alentours des 1000, 2000, aux alentours des 2000 Hz, voir qu'est-ce que je peux booster. Voilà, et ensuite, je rebaisse un peu. Je réarrange le Q. Voilà, 100. Avec. Voilà, après un peu plus pour le corps de la snare, plus dans les low mid. On voit qu'on peut booster ici aux alentours des 300 un peu. Alors ensuite, je vais aussi enlever ce son creux, son boxy. On creuse souvent dans les low mid aussi, vers les 700 Hz ici. Vous voyez ce son qui sonne un peu carton, boîte creuse. Donc là, j'hésite pas à creuser assez fort. Voilà. Donc voilà, avant, après. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, c'est de remanier l'enveloppe d'amplitude. Donc c'est-à-dire ici, on a les macros attack, decay, sustain, release. Donc en fait, faut pas hésiter à jouer, notamment sur le decay et le sustain, pour mieux définir chaque coup percussif. Là, par exemple, on peut commencer par mettre le sustain à moins l'infini. Voilà. Et ensuite à jouer sur la valeur du decay. Là, très faible, mais je le réaugmente progressivement. Donc finalement, je le laisse à une valeur aux alentours des 600 millisecondes, 550. Et ensuite, je remonte progressivement le sustain. Voilà, ça nous permet d'avoir un son beaucoup mieux défini. Alors bien sûr, là, les paramètres de macro s'appliquent sur tous les slices présents dans mon drum rack. Alors ensuite, si on veut retrouver une vibe un peu vintage, ce qui peut être pas mal de faire, suivant le tempo avec lequel on travaille, c'est de changer le pitch du amen break original. Donc pour changer le pitch pour chaque slice, donc là malheureusement dans mes macros, j'ai pas le contrôle du pitch. Donc, par exemple, je vais vouloir ici remplacer cette macro qui ne me sert pas par le pitch. Donc pour ça, je rentre dans mon premier slice, dans le contrôle du pitch, donc qui est ici la transposition. Et ici, je fais clic droit, donc je le map à la place de l'autre. Voilà, sauf que là, je l'ai mappé que pour ce premier slice. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est bien refaire clic droit et map to all siblings. Donc maintenant, ça change le pitch pour chacun des slices. Donc on peut tester. Et voilà.
ça, je peux le renommer pitch. Voilà. Et par exemple, je peux décider de le mettre à une valeur de +3 demi-ton. Voilà. Alors par la suite, si vous voulez vous garder ces mêmes macros et éviter de refaire cette manipulation, vous pouvez vous enregistrer ce preset-là. Donc souvenez-vous, quand j'avais découpé en une nouvelle piste MIDI mon break, je pouvais choisir un preset directement qui me mettait les bonnes macros. En fait, j'avais pris le preset par défaut. En fait, pour avoir votre preset avec les bons contrôles sans avoir à les refaire, vous pouvez aller ici dans la User Library, c'est dans Default et c'est le dossier Slicing. Et à ce moment-là, si vous faites un preset, vous pouvez l'enregistrer dans ce dossier-là. Moi, par exemple, j'avais enregistré un preset qui s'appelle My Preset. Et du coup, si je fais à nouveau la découpe de ce sample en une nouvelle piste MIDI, voilà, là, je peux choisir Slicing Preset. Je choisis My Preset. OK. Et voilà, et là, contrairement à avant, j'ai directement mon preset avec... Donc là, je mets le clip ici. Donc évidemment, c'est avec je remets vite fait les changements que j'ai fait, donc l'EQ. Et ici, l'enveloppe. Un peu comme ça, voilà. Voilà. Et là, j'ai directement mes macros, donc le transpose, donc le pitch. J'ai aussi ce contrôle de filtre qui est très utilisé en automation. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, ce qu'on peut faire, rappelez-vous, c'est de rajouter les basses fréquences qu'on avait coupées tout à l'heure avec le high pass. Et donc notamment pour la grosse caisse. Voilà, les deux premiers coups, là, toum, toum. Donc rajouter des subs à ce niveau-là en faisant ce qu'on appelle un layering de la grosse caisse. Donc ici, je me suis préparé à l'avance un kick que voici, qui rajoute plus de basse fréquence. Je me le mets à côté de la piste ici. Et ensuite, il faut juste préparer le pattern avec les deux kicks qui jouent sur les deux premiers tons dans la boucle. Voilà. Ça fait ça. Et donc avec la boucle, ça fait ça. Voilà. Et donc après, il suffit d'ajuster les volumes entre eux. Voilà. Après, pour apporter plus de caractère, on peut rajouter de la distorsion. Alors d'abord, je vais en faire juste sur la boucle main break sans le kick. Donc je la mets en solo. Après, c'est au choix de chacun, hein. Donc moi, par exemple, j'ai ce plugin-là de distorsion multibande Devastor. On peut parcourir les presets. L'idée, c'est de parcourir les presets et d'avoir un changement radical d'abord de caractère. Donc, voilà. Voilà, une fois que j'en ai choisi une, je la mets d'abord le wet à 0%, 100% dry. Et je vais l'augmenter progressivement et voir la différence.
Voilà. Donc 100. Avec. Après, on peut tester avec le plugin avant l'EQ. Aussi. Avant et après. Finalement, je préfère mettre la disto avant l'EQ. Un petit low pass ici dans l'EQ pour les extrêmes aigus. Avant. Après. Voilà. Et enfin, pour finaliser le son, on peut mettre de la compression, donc à la fois sur le kick et le break. Donc là, je vais grouper les deux pistes. Et donc sur le groupe, je vais mettre un glue comp, typiquement. Donc dans Ableton, il y a le glue compressor. Alors là, on peut faire, donc c'est diminuer le threshold, donc le seuil, à environ moins 18 décibels pour n'attraper que les pics des coups percussifs. On peut tenter de mettre le ratio à fond et attaque et release au minimum pour avoir cet effet squash et de pompage dans le compresseur. En continuant à diminuer le threshold aussi. Donc là, on a cet effet typique de pompage du break, d'une boucle de batterie. Mais là, c'est pas ce que je vais utiliser, donc je remonte le threshold. Choisis un ratio intermédiaire. Et là, je vais privilégier plutôt une attaque un peu plus longue pour faire passer les transitoires et avoir plus de punch. Voilà, aux alentours de 10-30. Et ensuite, j'augmente un peu le release aussi. Et voilà, grosso modo, notre break est fini. Je peux rajouter une petite basse que j'avais préparée aussi pour le contexte. Là, voilà. Alors pour rappel, on était parti de ça, hein. Voilà, et à la fin, on obtient ça. Voilà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!